Voilà, voilà. Alors, vous attendiez certainement la suite de la vie des étoiles. Eh bien, je fais une petite transition par un peu de gravitation d'abord. Et je vais vous parler un petit peu de la gravitation. Ce phénomène qui fait qu'on est attiré vers la Terre, mais aussi que les planètes sont attirées par le Soleil, que chaque paire de corps massifs est attiré vers l'un vers l'autre. Voilà, donc la gravitation, partie 1, et on va croiser certains des plus grands physiciens de tous les temps. Welcome back, gardez des étoiles plein les yeux. Donc la gravitation, c'est aussi l'occasion de se rendre compte, via la gravitation, que la science et ce modèle de la gravitation, il y a des gars derrière, il y a des gens qui l'ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont essayé de comprendre ce que la nature avait à nous dire. La nature, rappelez-vous, c'est physique en grec, donc ce que la physique avait à nous dire. Donc il y a des gens là derrière, on parlera de Galilée, on parlera d'Aristote, on parlera de Newton, on parlera de Maxwell aussi en passant, on parlera de Einstein. Et donc ces gens-là ont essayé de faire coller aux observations de la nature, ce que la nature avait à nous dire, à faire coller dessus des modèles mathématiques. Un modèle mathématique en physique, c'est une représentation simplifiée de cette réalité extrêmement complexe qu'on appelle la nature. Ces modèles, ils sont en évolution. On va voir différents modèles, Aristote pour commencer, pour finir jusqu'à Einstein, et on se rendra compte que même la relativité générale de Einstein, qui explique comment la gravitation agit sur les objets, même cette théorie dont on parle beaucoup et qui semble indestructible est complètement parfaite, bien même celle-ci n'explique pas tout. Donc, messieurs, dames, si vous avez des idées pour pouvoir expliquer et mettre en symbiose la mécanique quantique avec la relativité générale, il faut m'en parler. Il y a des prix Nobel à gagner. Voilà. Et puis, alibi aussi avec cette gravitation, de montrer qu'autour de cette science, de ces personnes, de ces modèles, de toute cette histoire, cette étymologie des sciences, ben, il y a toute une culture scientifique qui serait bon quand même qu'on ait. Ici, on parle quand même de certains des plus grands. On parle d'Aristote, qui certes a dit beaucoup de bêtises, mais qui néanmoins a marqué des millénaires. On parle de Galilée, qui est aussi un tout grand, peut-être le premier scientifique au sens de faire des expériences. On parle de Isaac Newton, qui est un des plus grands physiciens de tous les temps. On parle de Albert Einstein, qui est aussi un des plus grands physiciens de tous les temps. On va évoquer aussi James Clerk Maxwell, qui est peut-être le troisième de ces trois plus grands physiciens de tous les temps. Voilà, voilà. Alors, cette gravitation, hein, vous vous rappelez, on en a déjà parlé l'année passée, on a fait cette expérience via les ordinateurs d'essayer de déterminer la gravité sur la Lune à partir de ces images de nos premiers astronautes qui sont allés sur la Lune. Hein. C'était bien Tintin et son équipe qui déjà en 1952 sont allés sur la Lune. Cette gravitation, on avait dit, ça dépendait déjà de l'as sur lequel on se trouve. Ici, on voit que sur Terre, on retombe très rapidement. Sur la Lune, on retombe plus lentement. Et sur une comète, si vous sautez depuis une comète, je vais peut-être la remettre une fois, si vous sautez depuis une comète tout à droite, ben vous quittez carrément la gravitation de cette comète, puisque la vitesse de libération est très petite, car la gravité est très petite. Donc cette gravité, on l'observe très bien. À partir de là, il y en a certains qui se sont posés la question, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a de la gravitation? Pourquoi cette observation, je suis attiré par la Terre? Le premier dont on a trace, c'est Aristote. On est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote, philosophe grec, je dis bien philosophe et non pas physicien, ni même scientifique, c'est un philosophe. Quelle est la différence? Le philosophe, il va exprimer des idées qui peuvent expliquer ce qu'on observe. Alors que le physicien, lui, certes, il va aussi commencer par exprimer des idées qui pourraient expliquer ce qu'il observe, mais la différence, c'est qu'il va faire des expériences pour confirmer ou infirmer son hypothèse. Donc, à l'époque d'Aristote, on n'a pas encore l'idée de vérifier tout numériquement via les expériences et pour valider un modèle, alors que dès le 15, 16e siècle, peut-être avec Galilée, on commence à faire des expériences qui permettent de confirmer ou pas un modèle. Parce qu'un modèle, il doit pouvoir prédire les choses, il doit pouvoir vérifier certains phénomènes, et si ce n'est pas le cas, on doit le mettre à la poubelle ou alors remarquer qu'il est incomplet. Donc Aristote, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ. Aristote, et pour les Grecs, la plupart des Grecs sont convaincus que la Terre occupe le centre de l'univers.
La Terre occupe le centre de l'univers. On en a déjà parlé quand on parlait du système solaire. C'est le système géocentrique, centré sur la géo, centré donc sur la Terre. Système géocentrique de Ptolémée, où la Terre occupe le centre de l'univers. Pourquoi? Eh bien, parce que les Grecs sont convaincus que les dieux, leur panthéon des dieux, à commencer par Zeus, le dieu des dieux, a créé l'univers tout entier pour nous, les hommes. Donc, la Terre, clairement, doit occuper le centre de l'univers. Donc, la Terre occupe le centre de l'univers et tout, y compris le Soleil, tourne autour de la Terre. Et si on vient regarder plus précisément sur la Terre, eh bien, pour certains de ces philosophes grecs, dont Aristote, la Terre et tout ce qui nous entoure est composé de 4 éléments. 4 éléments qui sont la Terre, puis l'eau, puis l'air, puis le feu. Et avec ces 4 éléments de base, je peux construire une bûche de bois, je peux construire une table, je peux construire une maison en briques, etc., mais seulement à partir de ces 4 éléments. Et ces 4 éléments, ils sont, entre guillemets, hiérarchisés, c'est-à-dire que progressivement, du plus bas au plus haut, c'est, entre guillemets, de mieux en mieux. D'abord, on a de la terre, ensuite, on a une couche d'eau, une couche d'air, une couche de feu, et ensuite, au-delà, on a la lune, le soleil, les étoiles, et plus on monte, plus ça va être parfait. Les étoiles, le ciel étant la demeure des dieux. Okay, un ciel qui est immuable, il ne change jamais. Un ciel qui est parfait, tous les astres là-haut sont parfaits, et tous ces astres tournent autour de la Terre. Ça, c'était les idées des Grecs, d'Aristote. Et donc, c'est à partir de cette idée-là qu'il va tâcher d'expliquer la gravitation. Donc, à ce stade, pour expliquer la gravitation, Aristote nous dit, eh bien, c'est très simple. Si je prends de la Terre par terre et que je la soulève en l'air, eh bien, il est normal que cette Terre retourne à son endroit de départ, à son endroit légitime, à son endroit où elle doit être, c'est-à-dire par terre, et donc elle tombe. Et donc, si les objets tombent, selon Aristote, c'est bien parce qu'ils savent qu'ils doivent aller en bas, en dessous de l'eau, en dessous de l'air. De la même manière, ça explique d'autres choses. Si vous prenez le feu, c'est le mythe de Prométhée qui vole le feu au dieu, qui l'amène sur terre. Eh bien, si vous faites un feu par terre, eh bien, ce feu, il va remonter direction le ciel. Et en effet, la chaleur et les flammes vont monter. Donc, on arrive à expliquer différentes choses. De la même manière, si vous prenez de l'air et vous la mettez, cet air, sous l'eau, eh bien, cette air, elle va monter au-dessus de l'eau. Et en effet, même si par la suite, on a compris que c'était la force d'Archimède qui voulait cela, parce que la masse volumique de l'air est plus petite que celle de l'eau, eh bien, il va expliquer le fait que l'air va passer au-dessus de l'eau par ce modèle-là. Ce modèle, il est bien clair que si vous l'expliquez à vos petits frères, petites sœurs, je pense que ça peut passer jusqu'à 8 ans, 6-8 ans. Vous pouvez faire le test, c'est un modèle qui semble extrêmement enfantin, extrêmement simpliste. Et en effet, aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a plus personne qui goberait cela. Mais néanmoins, c'est l'idée première qu'on a de l'explication de la gravitation. Donc, le modèle qui explique la gravitation selon Aristote, c'est directement lié à cette structure en pelure d'oignon de la Terre. Terre, eau, air, feu, puis les planètes, puis le Soleil, puis les étoiles. Et plus on monte, plus c'est parfait. Bien. Pendant 2000 ans, on ne va plus tellement se poser la question. Pendant 2000 ans, on ne va plus tellement se poser la question. En tout cas, on n'a pas de traces de personnes qui auraient réfléchi encore à la question. Et le suivant qui va réfléchir un petit peu à tout cela, c'est Galileo Galilei. Donc Galilée, 16e siècle, en Italie, il va commencer à questionner. En particulier, il va commencer à questionner les idées des anciens, qui reviennent de l'Antiquité. Il a sa lunette. Donc on dit toujours que c'est Galilée qui a inventé la lunette astronomique, ce n'est pas tout à fait correct. C'est un Hollandais qui l'a inventé. Vous voyez même qu'on oublie son nom, je ne l'ai pas en tête. Mais on la donne à Galilée. Galilée, il a simplement amélioré cette lunette et il l'a dirigée vers le ciel. Ça, c'est la vraie lunette astronomique de Galilée. Elle fait environ 4 cm de diamètre pour 80 à 90 cm de long. Si vous voulez la voir, elle est au musée des sciences à Florence. Et avec cette lunette, il va regarder le ciel. Il va regarder le ciel et il va commencer par le soleil. Même parenthèse que j'avais déjà faite une fois, jamais pointer des jumelles ou une lunette astronomique ou un télescope vers le soleil. Vous allez vous brûler les yeux. Ici, il avait les bons filtres et il a regardé le soleil. On en a déjà parlé, c'était pour les taches solaires, vous vous rappelez?
Et donc ici, il regarde le soleil et il voit ces taches. Or, Aristote, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que tout est parfait dans le ciel. Donc là, il voit déjà une première contradiction. Le soleil n'est pas parfait, contrairement à ce que les anciens nous disent. De même, il remarque, vous vous rappelez, on en avait parlé, que ces taches, elles bougent. Jour après jour, elles se déplacent autour du soleil. Et donc, non seulement ce n'est pas parfait, mais en plus, ce n'est pas immuable, contrairement à ce que les anciens disaient. Deuxième contradiction. Donc, ces tâches qui évoluent au cours du jour, au cours des jours. Il va regarder aussi la Lune. Il va regarder la Lune. Ici, c'est une belle photo moderne de la Lune, mais néanmoins, Galilée va réussir à voir et à distinguer les cratères, qui de nouveau montrent que ce n'est pas parfait. Il va réussir à distinguer des zones sans cratères qu'il va croire être des océans et des mers remplies d'eau, comme à ce qu'on a sur Terre ici. C'est pour ça qu'il va appeler cela des mers et des océans. Mais néanmoins, donc, en pointant sa lunette vers la Lune, il remarque une deuxième fois que le ciel n'est pas parfait, les astres du ciel ne sont pas parfaits, et donc de nouveau en contradiction avec ce que les anciens disaient. Il va aussi regarder les phases de Vénus. Il va remarquer que Vénus change de taille et change de phase. On va avoir une pleine Vénus ici tout à droite, alors que parfois on va avoir un croissant de Vénus tout à gauche. Et en même temps, ça change de taille. Pour expliquer à nouveau cette observation, la nature lui dit c'est comme ça, eh bien, il doit arriver au modèle qu'au fait, ça pourrait bien tourner autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Et que la distance entre Vénus et Terre change, et que l'éclairage de Vénus change parce que, justement, ça tourne autour du Soleil et que ce n'est pas toujours la même partie qui est éclairée qu'on voit depuis la Terre. Donc l'étoile du Berger, Vénus. Enfin, il va encore observer les satellites de Jupiter. Donc là, il y a une BD sympa autour de Galilée, où on voit Galilée qui dessine les satellites qu'il voit autour de Jupiter, et il remarque que jour après jour, ou plutôt nuit après nuit, ces satellites changent de place. Parfois, il y en a 3 à gauche, ici le 8 janvier. Ensuite, le 10 janvier, il n'y en a plus que 2, et il y en a 3 à droite. Ensuite, il y en a 2 à gauche. Et finalement, ici, il y en a 3 à droite et 1 à gauche. Donc, pour pouvoir expliquer cela, ce que la nature lui dit, son modèle permettant d'expliquer cela est de dire, mais enfin, ces astres, ils tournent autour de Jupiter. Et donc, de nouveau, il y a une contradiction avec les anciens qui disaient que tout tournait autour de la Terre. Donc, il y a plein de contradictions et il remet en cause ce qui a été dit jusque-là. Et donc, il va re-questionner et essayer de questionner, mais est-ce qu'ils avaient vraiment raison? Finalement, ça, c'est faux. Et vous savez que par la suite, il va aider au système héliocentrique à faire sa place. Il va être jugé pour cela. Il finira signé à résidence. Il devra dédire ce qu'il a dit, c'est-à-dire simplement confirmer qu'il s'était trompé et dire oui, effectivement, je me suis trompé, avec sa fameuse phrase en sortant du tribunal, tribunal de l'Inquisition, quelques dizaines d'années, 30 ans après le début de ce procès, il dira « mais néanmoins, elle tourne, et pure si muove, en effet, la Terre tourne autour du Soleil. » Galilée toujours, il va aussi questionner donc la gravitation. Au vu de toutes ces contradictions, il va commencer à réfléchir à la gravitation. Donc, il va lâcher des objets. Alors là, il y a une petite légende autour de Galilée qui aurait lâché des objets depuis la tour de Pise. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il semblerait qu'il ne soit jamais allé à Pise, mais néanmoins, il va lâcher des objets. Et expérience que nous avions faite, que je vous avais montrée, il va se rendre compte qu'un objet, quelle que soit sa masse, va tomber à la même vitesse. Vous pouvez prendre un gros caillou, un petit caillou, les lâcher de votre fenêtre en faisant gaffe qu'il n'y ait personne dessous, jamais faire ça, au fait. Et on va se rendre compte qu'ils tombent à la même vitesse. C'est l'expérience qu'ils avaient fait lors des missions Apollo avec une plume et un marteau. Si chez nous, ça ne fonctionne pas, vous prenez une plume et un marteau, vous les lâchez en même temps, c'est juste parce qu'il y a l'atmosphère. Mais théoriquement, sans atmosphère, sans force de frottement, tous les objets tombent à la même vitesse. Et il va s'amuser à faire quelques petites expériences, en particulier ici, l'expérience des clochettes, où il va lâcher en haut de ce plan incliné une petite bille qui va passer sous chacun de ces petits placer ces clochettes de manière à entendre le son de ces cloches toujours à la même vitesse, avec les mêmes écarts.
En effet, si vous écartez ces clochettes d'une même distance, eh bien, comme il y a une accélération de la bille le long de ce plan incliné, ça va faire quelque chose du style bing, 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 bing. Donc, on sent l'accélération. Ensuite, il va essayer d'espacer ces clochettes de manière à entendre des sons de cloche toujours avec un écart constant. Bing, 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 bing. Et il se rend compte que pour pouvoir obtenir ce résultat, il doit écarter les clochettes avec des écarts variant comme 1, 4, 9, 16, 25, qui sont rien d'autre que les carrés. Il doit écarter cela selon des carrés, et il se rend compte alors qu'il y a un lien entre l'accélération, enfin la position, et le carré de la distance. On a fait l'année passée un tout petit peu de balistique avec le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Eh bien, c'est ça qu'il est en train de découvrir sans pour autant en arriver aux équations. Mais il sent que cette gravité a à voir avec une accélération et il s'arrête là. Donc, il va sentir qualitativement déjà un petit bout de la gravitation. Après Galilée, on va avoir Isaac Newton. Isaac Newton, c'est un des plus grands physiciens de tous les temps. On le retrouve à peu près partout, dans des énormes outils mathématiques tels les intégrales, le calcul infinitésimal. On le retrouve dans l'optique, on le retrouve dans la gravitation, bien sûr. On le retrouve dans les forces, dans les lois du mouvement, les 3 lois du mouvement dont nous avions parlé l'année passée, etc. Néanmoins, Newton reste très humble. Il dira lui-même que s'il a pu voir si loin et comprendre autant de choses, c'est parce qu'il est monté sur les épaules des géants. Parmi ces géants, tous les scientifiques qui l'ont précédé, en particulier Galilée, qui est lui mort en 1642, alors que Newton allait naître en 1643. Donc il y a vraiment une continuité là autour de ces idées de la gravitation. Donc Isaac Newton, sa petite légende, c'est qu'il se serait pris une pomme sur la tête. Alors le contexte pour raconter cette petite légende, il est assez bienvenu, puisque qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Il était à Londres, à l'université à Londres, il travaillait, il faisait ses recherches, et ce qui arrive assez rarement, mais quand même périodiquement, il y a eu une épidémie, la peste. Il y a la peste qui est arrivée à Londres, et pour se protéger, il est allé se confiner, et oui, il est allé se confiner à la campagne. Et c'est là qu'il aurait développé ses idées, et à la suite de cette pomme qui lui serait tombée sur la tête. Donc pendant son confinement, Isaac Newton, rien de plus que les 3 lois du mouvement et la loi gravitationnelle universelle, c'est ça qu'il a réussi à mettre en place. Bon, en même temps, c'était quand même un génie. Je ne vais pas faire tout ça moi. Donc Isaac Newton. Isaac Newton nous dit quoi? Isaac Newton nous dit que entre 2 corps, ici par exemple la Terre et la Lune, il va y avoir ce qu'il va appeler une force. Une force, comme s'il y avait quelqu'un qui poussait ces 2 astres l'un vers l'autre, une force invisible qui fait que ces 2 astres sont attirés l'un vers l'autre. Et cette loi de la gravitation universelle, il va dire que ça dépend de la masse de chacun de ces astres, masse de la Terre, masse de la Lune, mais aussi de la distance qui les sépare, la distance D. Et il va mettre en place une formule qui va être confirmée, on va le voir maintenant, par plein d'expériences, et il va expliquer donc la gravitation comme étant une force qui attire l'un vers l'autre toute paire d'objets. Quand je dis toute paire d'objets, c'est la Terre et la Lune, c'est la pomme qui tombe sur sa tête parce qu'elle est attirée par la Terre, mais c'est aussi moi et ma chaise. Moi et ma chaise, on s'attire l'un vers l'autre, même si cette force est ridicule, ridiculement petite comparée à ce qu'on appelle mon poids, qui est la force qui m'attire vers la Terre. Normal, puisque la Terre est tellement plus lourde, 6 millions de milliards de kilos, alors que ma chaise, elle pèse peut-être 5 kilos. Donc la force de la gravitation exercée par la Terre sur moi, elle va être bien plus grande et donc je ne vais pas me rendre compte des autres objets autour de moi. Cette loi de la gravitation universelle, elle va permettre d'expliquer plein de choses. Par exemple, cette loi de la gravitation universelle va permettre d'expliquer les marées. Première confirmation de la loi de Newton, c'est l'observation des marées. En effet, on peut expliquer
le mouvement des eaux par une attraction gravitationnelle conjointe de la Lune et du Soleil. Et ces marées, en effet, elles sont calées selon le mouvement de ces astres. Donc, première confirmation. Autre confirmation de la loi de gravitation de Newton et de ses lois du mouvement, c'est le retour de la comète de Halley. Halley, Edmund Halley, qui est un scientifique de l'époque de Newton et qui était aussi à Londres, qui est un ami de Newton avec qui ils correspondent. Edmund Halley, il est convaincu qu'avec les lois de la gravitation de Newton, on peut prédire le retour d'une comète qui semble être périodique. À cette époque-là, on ne sait pas que les comètes reviennent périodiquement. Et donc, Edmund Halley, à l'aide des lois de la gravitation et du mouvement de Newton, va calculer le potentiel retour d'une comète qui semble être périodique, qui ne porte pas encore le nom de Halley. Et en effet, cette comète, elle va revenir très précisément en accord avec les lois de Newton et la loi de la gravitation de Newton à la date calculée par Edmund Halley. Depuis, cette comète, elle s'appelle la comète de Halley et elle revient périodiquement, je crois, tous les 86 ans. Prochainement, en 2069, je serai juste à peu près encore là. Autre confirmation, c'est la découverte, non pas ici de Uranus, mais de Neptune. Ici, on a William Herschel qui observe une planète qui est Uranus. Il la découvre très bien en 1781. Et quand on commence à calculer le mouvement d'Uranus, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Il y a un problème avec le mouvement d'Uranus. Ce n'est pas en accord avec les lois de Newton. Et ça, c'est un problème. Car comme je vous l'ai expliqué, un modèle scientifique, quel qu'il soit, doit pouvoir rendre compte de ce que la nature nous dit. Si la nature nous dit ça doit être comme ça, puis que le modèle il dit ça doit être comme ça, c'est le modèle qu'il faut jeter si ce n'est pas la même chose. Et il faut réfléchir encore une fois le modèle. Donc, quand on a Uranus ici, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on se dit, bah tiens, ça ne fonctionne pas, Newton, on va devoir le jeter. Jusqu'à ce qu'il y ait ici un astronome qui s'appelle Urbain Le Verrier, qui va se dire, mais tiens, au fait, oui, ça ne fonctionne pas pour Uranus, mais tout se passe comme s'il y avait une autre planète au-delà d'Uranus. Et donc, il va faire les calculs à l'envers pour dire très bien, admettons qu'il y a une planète au-delà d'Uranus, où donc devrait-elle être pour que le mouvement d'Uranus soit en accord avec Newton? C'est ce que je vous ai raconté déjà lors de la découverte de Neptune, et donc il va faire ses petits calculs, et il va dire, cette planète Neptune devait être là, allons voir si on la voit, et c'est Gallet qui va pouvoir observer cette planète. Et donc la découverte de Neptune, la découverte de Neptune en ce point ici encerclé à gauche, juste à côté du point calculé en carré, est encore une confirmation magnifique de la théorie de la gravitation de Newton. Donc vous voyez, il n'y a que des succès, plein de succès autour de Newton. On peut aussi, grâce à la gravitation de Newton, expliquer pourquoi la Terre elle est un petit peu renflée au pôle, c'est-à-dire plus aplatie au pôle avec un rayon un peu plus petit qu'à l'équateur. Il va y avoir une expérience qui va être lancée, une qui va partir en Laponie pour mesurer l'acte de cercle A et B, une autre qui va partir, c'était où, au Pérou, entre X et Y, et puis effectivement, la Condamine, avec son expérience, il va pouvoir montrer que Newton a raison. En effet, les calculs, la mesure, Newton prédit. Même chose, une autre expérience encore, toujours au Pérou, lors de cette même expédition, il y a une énorme montagne ici qui s'appelle le Chomborazo, je crois, Chomborazo. Un volcan sur la cordillère des Andes qui fait 6000 mètres de haut, donc très massif. Donc, puisque les corps s'attirent, d'autant plus qu'ils sont massifs, eh bien, si on a une montagne très massive ici, le pendule ici devrait être incliné, comme ici il l'imagine, en direction de la montagne. Et on fait ce calcul, on se rend compte qu'effectivement, il y a une légère inclinaison, extrêmement petite, mais néanmoins qui existe et qui rend compte parfaitement de nouveau de ce que Newton prédit. Alors, il y a encore plein d'autres confirmations, je ne vais pas toutes vous les faire,
Mais néanmoins, donc, que des succès pour la théorie de la gravitation de Newton. Que des succès, sauf un gros problème. Un gros problème qui est ce qu'on appelle le périhélie de Mercure. Ici, sur cette image, on voit en jaune au centre le Soleil, on voit en blanc Mercure et on voit la trajectoire de Mercure. Et vous remarquez que le point le plus loin du Soleil, où passe à chaque tour Mercure, il se déplace. Il se déplace, c'est ce qu'on appelle le déplacement du périhélie de Mercure. Ça, on peut le calculer grâce à Newton aussi, et on se rend compte que c'est faux. Les observations ne sont pas en accord avec la théorie de la gravitation de Newton. Donc là, on a un problème. On a le problème suivant que le modèle de Newton n'arrive pas à expliquer la réalité des observations. Je vous en ai déjà parlé aussi un petit peu. À ce stade, on s'est dit, tiens, on l'a déjà faite. Pour Uranus, ça ne marchait pas parfaitement. On a découvert une planète. Et là, on s'est dit, peut-être qu'il y a une autre planète qui serait Vulcain, plus proche du Soleil. On n'a jamais trouvé Vulcain. Et donc, on n'a jamais pu expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas avec la théorie de Newton. Donc ici, sur cette image, on voit le Soleil de nouveau au centre, on voit Mercure, la deuxième orbite, et on avait déjà donné un nom à cette planète, Vulcain. Il y a même un scientifique qui croyait l'avoir trouvé, qui a été honoré en France, mais qui n'avait rien trouvé du tout, c'était juste une erreur. Donc vraiment, on a un écueil ici avec le modèle de la gravitation de Newton, et donc il faut réfléchir les choses encore plus précisément, parce que ça ne colle pas aux observations. Qui donc va pouvoir expliquer cela? Eh bien, ça va être un employé du bureau des brevets à Berne, qui s'appelle Albert Einstein, qui va expliquer cela. Albert Einstein, alors même qu'il n'est pas du tout ni physicien, chercheur, quoi que ce soit, il a des études de physique, certes, mais il n'est pas c'est pas un chercheur à cette époque-là. Il va écrire 4 articles en 1905. En 4 articles, il va révolutionner 4 domaines de la physique. On parle d'électromagnétisme, on parle de l'optique, on parle de relativité, et en particulier, bien sûr, de la relativité d'abord restreinte en 1905, puis de la relativité générale en 1916. Donc, Albert Einstein, en 1905, va poncer pas mal de choses. Albert Einstein, c'est un drôle de gaillard. C'est un gars quand même très atypique. C'est peut-être le plus grand physicien de tous les temps. Albert Einstein, c'est qu'un jour, il a quitté une école. Il est parti d'une école qui ne convenait pas, où il s'ennuyait, pour traverser l'Europe et descendre retrouver ses parents qui étaient en Italie. Et finalement, il a trouvé quand même un petit peu chaussure à son pied pour pouvoir développer ses talents. Et surtout, il va se poser des questions dans son labo. Et son labo, ça va être son cerveau. Il va se poser des questions, il va faire ce qu'on appelle des expériences de pensée. Il va se dire, qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça, 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 ça. Expérience de pensée, on va en voir quelques-unes tout à l'heure. Expérience de pensée, et aussi, il aura une espèce une sensibilité physique, on va dire. C'est-à-dire qu'il va s'imaginer physiquement qu'est-ce qu'il ressent dans certains contextes. Une phrase que je vous ai mis là, j'ai compris la relativité générale grâce à mon retard mental. Alors c'est peut-être un peu, c'est vraiment de lui, hein. C'est assez comique parce que clairement c'est un génie. Il parle de son retard mental. Pourquoi? Et pourquoi il parle de la relativité générale comme étant une découverte qui lui a été continuée à penser toute ma vie à l'espace et au temps. Alors que normalement, l'espace et le temps, on arrête d'y penser à 8 ans. À 5 ans, on a compris, ok, alors ça c'est mon appart, ok, là c'est le jardin, ok, là c'est dehors, ça c'est la voiture, j'ai compris l'espace. Je vais en avant, en arrière, à gauche, à droite. Le temps, la même chose, on a compris qu'en fin de journée, on va se coucher, que le matin, le soleil est de nouveau là, et puis qu'il y a quelques heures avant qu'on se recouche. Non. Alors que lui, il a continué à penser l'espace et le temps toute sa vie. Ok. Donc, on va voir la prochaine fois comment Einstein va expliquer la gravitation, quelles expériences vont lui permettre de comprendre et de donner un nouveau modèle à la gravitation.
Et puis, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va expliquer Mercure? Est-ce que ça va expliquer les différentes choses? À partir de là, comment est-ce qu'on peut parler de trou noir? Comment on peut parler d'espace-temps? Et ça, messieurs, dames, je vous le garde pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Et donc la prochaine fois, nous parlerons à nouveau de la vie des étoiles, puis à nouveau de la gravitation. Et dans cette suite de la gravitation, on fera référence à la relativité générale, à l'espace-temps d'Einstein, et on pourra évoquer les trous noirs. Ne vous perdez pas, gardez des étoiles plein les yeux. À tout bientôt.